Bonjour, je suis Marjorie Gingras, physiothérapeute et les prochaines minutes serviront à résumer mon essai qui conclut mon diplôme d'études professionnelles approfondies en physiothérapie avancée à l'Université de Montréal. Alors, j'ai choisi de conduire une revue narrative au sujet des fractures de l'humérus proximal, particulièrement celles traitées sans chirurgie. Le patient type qui va se présenter à vous en première ligne sera une femme âgée qui va être tombée chez elle, elle vit seule et qui va avoir eu donc une chute assez simple de sa hauteur. Quand on se penche sur l'incidence des fractures d'humérus proximal, qui sont avec les fractures du radius distal, les fractures de la hanche et les fractures vertébrales, parmi les fractures ostéoporotiques majeures, on remarque pour l'humérus proximal une incidence qui augmente en flèche. On a des augmentations annuelles de 6 11, 13, voire même 15 ici au Québec. Donc, on peut imaginer le fardeau croissant que cette affection-là va avoir sur nos services d'urgence et nos services d'orthopédie. La raison pour laquelle ça augmente en flèche, on relie ça au vieillissement de la population et à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, la question à se poser quand une personne se présente à vous en première ligne pour une fracture d'humérus proximal, est-ce qu'on va préconiser une approche avec ou sans chirurgie? Les données sont concluantes et de haute qualité et vous voyez dans les cases rouges que la majorité, peu importe le nombre de fragments et même on tolère un certain déplacement, on va choisir de ne pas opérer car il n'y a pas de différence significative au niveau de la douleur, de la fonction, de l'amplitude obtenue et même de la qualité de vie chez les patients. Notre rôle en première ligne, évidemment, va être de lever des drapeaux. Et ce que j'ai trouvé intéressant en cours de revue narrative, c'est de voir certains sujets qui étaient connexes aux fractures de l'humérus proximal, mais qui n'étaient souvent pas adressés et qui n'avaient aucune continuité. Les dépistages que je suggère à la lumière de ma revue narrative sont d'une part le trouble de l'équilibre et les risques de chute, puisque la chute de sa hauteur chez une personne âgée est le principal mécanisme causal de la fracture d'humérus proximal. Ensuite, l'ostéoporose, la fracture d'humérus proximal suite à un traumatisme de faible intensité est une fracture ostéoporotique. Et ensuite, l'atteinte associée de la coiffe des rotateurs qu'on pourra évaluer au suivi, donc peut-être pour les cliniciens qui vont faire la suite. Au sujet de l'ostéoporose, c'est important de simplement mentionner aux patients ou à la famille d'aviser le médecin de famille de la survenue d'une fracture suite à un traumatisme de faible intensité. Finalement, il y a aussi les lésions nerveuses associées qui sont extrêmement fréquentes, mais qui pour la plupart vont récupérer relativement spontanément, le nerf axillaire étant le plus souvent touché après 58 %. Donc, une fois qu'on décide que pour la majorité de ces fractures-là, on ne veut pas opérer, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai choisi de synthétiser l'ensemble des guides de réadaptation que j'ai pu trouver dans les articles recueillis. Je dois vous prévenir, par contre, qu'au niveau de la méthodologie, de la qualité des articles, c'est extrêmement décevant. La qualité est faible, alors bien que j'ai pris le temps de synthétiser visuellement sur le tableau les pratiques, je dois vous dire et vous prévenir que c'est souvent basé sur l'expérience et l'intuition. Certains auteurs, dont très peu sont physiothérapeutes d'ailleurs, ont pris le temps de nommer des éléments comme un contrôle radiologique avant de choisir de passer à l'étape suivante, ce que je trouvais prudent et pertinent. Certains détaillent davantage les exercices qu'ils considèrent du passif de l'actif assisté, certains autres non. Peu d'articles contiennent des photos, alors des fois ça peut vraiment laisser l'interprétation extrêmement large et libre. Alors il faut suivre cette diapo avec prudence. Ce qui est important de retenir, c'est que les guides de réadaptation, ça oriente, mais ce n'est pas un cadre rigide. Le raisonnement clinique va toujours être extrêmement important, même primordial. Chaque progression, chaque étape, on doit analyser les risques et les bénéfices de poursuivre à l'étape suivante. Et évidemment, la prise de décision partagée avec le patient selon ses objectifs fonctionnels pour respecter ses choix. Maintenant, comme outil de diffusion de mon essai, j'ai choisi de réaliser une fiche synthèse à l'intention des cliniciens œuvrant en première ligne. Alors, le but de cette fiche, c'était vraiment de synthétiser de façon efficace et pragmatique et pertinente
les données recueillies et les idées qui ont émané de ma revue narrative. Évidemment, sur le terrain, quand se présente une personne qui vient de se blesser, je ne m'imagine pas que les gens vont passer au travers les pages de mon essai à essayer de trouver une information. Alors, cette fiche sera utile pour eux, je l'espère. Évidemment, j'espère aussi ouvrir la discussion et ouvrir la porte à rediscuter et revoir en 2021 nos rôles dans le système de la santé en première ligne. Les équipes multidisciplinaires sont déjà en place, mais les rôles de chacune et l'autonomie de chacune pourraient possiblement être revus pour augmenter l'efficience, la capacité du physiothérapeute en pratique avancée étant un atout pour les équipes. Donc, voici cette fiche synthèse, donc qui est vraiment à l'intérieur d'une simple feuille recto-verso où les messages principaux sont mis en gros caractères. Et j'espère vraiment que cette fiche sera diffusée et utilisée dans les milieux cliniques. En terminant, je souhaite remercier mes co-directeurs François Desmeules et Dany Gagnon. Et si vous désirez discuter avec moi, échanger, vous avez des questions, vous aimeriez obtenir la liste de références bibliographiques ou la fiche synthèse, n'hésitez certainement pas à m'écrire à l'adresse courriel qui est à l'écran. Et je vous laisse sur la note du souhait que les fractures de l'humérus proximal, qui vont être de plus en plus présentes dans nos milieux cliniques, je souhaite qu'elles soient accueillies avec davantage de rigueur, d'analyse, et qu'on offre un suivi qui est basé sur des données probantes à venir, je l'espère.